L'insulte flottait encore dans l'air quand la lourde porte d'acier explosa en s'ouvrant. La recrue ressortit seule, vivante, indemne. Sa respiration était calme, ses gants propres, comme si elle n'avait encore effleuré aucun piège. Dans la salle de contrôle, Viper 7 se figea d'un seul bloc. Tous savaient que personne ne traversait le Black Rift sans y laisser du sang, des os ou l'esprit. Leur commandant la fixait comme s'il contemplait un phénomène classifié, incapable de comprendre comment celle qu'il donnait pour morte en moins de 30 secondes se tenait maintenant là, parfaitement tranquille. Quelques minutes plus tôt, ils avaient Harubi verrouillé la porte derrière elle, modifié la carte, augmenté la sensibilité des capteurs, déjà persuadés qu'ils ne la reverraient jamais, sans se douter qu'ils venaient simplement de la renvoyer dans un endroit qu'elle avait survécu bien avant eux. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt, le matin où Avery Collins s'était présenté à Harbor Point, un simple t-shirt gris délavé par trop de lavage. Un pantalon cargo noir, usé, des Rangers si faites à son pied qu'elle ne faisait presque aucun bruit sur le béton. Pas de maquillage, les cheveux retenus par un banal élastique, ni montre, ni bijoux, aucun signe d'argent ni de grade, juste un petit sac de sport noir sur l'épaule, et un regard qui ne cherchait l'approbation de personne. Les autres candidats de la Raven Selection étaient arrivés avec leurs coupes fraîchement taillées, leurs lunettes de soleil, cette assurance tapageuse que les hommes affichent quand la peur leur broie le ventre. Avery, elle, donnait l'impression d'avoir poussé la porte par hasard. L'air du matin était chargé d'embrun et de cette sueur nerveuse propre à l'ambition. 74 jeunes hommes, au dossier impeccable et aux corps affûtés pour tuer, se tenaient au garde-à-vous dans des uniformes immaculés. Ils bougeaient à peine, vérifiaient leurs sangles, jaugeaient en douce l'éclat de leurs bottes. Avery, elle, se tenait légèrement à l'écart, non par choix, mais parce qu'elle semblait appartenir à un autre espace. Son immobilité était presque irréelle, comme un vide au cœur de la tension électrique du groupe. Elle ne remuait pas, ne clignait même pas inutilement. Là où les autres jouaient la préparation, elle était simplement prête. Son t-shirt gris, terne, attirait l'œil précisément parce qu'il n'essayait pas. C'était le point zéro silencieux contre lequel se mesurait toute leur énergie. Et ce contraste commençait à se faire sentir jusque dans les rangs de Viper 7. Depuis l'ombre, l'intensité muette qu'elle projetait troublait. On aurait dit un prédateur immobile, encore figé, mais dont la capacité de tuer ne faisait aucun doute. Viper 7, l'une des unités les plus létales de toute la côte ouest, attendait le premier mouvement de Jack Holloway. L'humeur collective était lourde de mépris. Ils avaient vu le dossier, la dérogation étrange, l'absence d'antécédents, et ils avaient tiré leur conclusion, une mise en scène politique. L'idée que cette femme sans éclat, à l'air trop jeune pour louer une voiture, soit placée parmi eux leur semblait une insulte à leurs années de sable, de sang et de sacrifice. Cole, Ghost Turner, le spécialiste des transmissions, avait les bras croisés si fort que ses muscles saillaient sous la tension. Son regard ne quittait pas l'immobilité d'Avery. Il avait déjà vu des hommes 2 fois plus massifs qu'elle s'effondrer le premier jour. Il attendait la chute avec une certaine impatience malsaine. À ses yeux, elle incarnait tout ce que l'entraînement moderne avait, selon lui, de mou et de compromis. L'unité entière était un ressort prêt à éclater, suspendu aux mots que Holloway allait lâcher pour briser son calme apparent et la renvoyer vers une sortie administrative. Le bourdonnement de la base, le bruit lointain d'un avion de transport, tout s'évanouit. Il ne restait qu'un son à venir. Le commandant Jack Holloway se tenait sur l'esplanade principale, les hommes de Viper 7 groupés derrière lui comme une meute. 38 ans, un mur de muscles, une réputation d'allergie féroce à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à du favoritisme. Quand Avery s'arrêta devant lui et exécuta un salut impeccable, il ne répondit pas. Son regard glissa lentement de ses bottes jusqu'à son visage. « Tu t'es trompé de porte, ma jolie. Le Liberty Center, c'est plus loin. » L'insulte, brute et calculée, traversa la cour. Les recrues retinrent leur souffle. Avery, elle, ne changea pas d'expression. Ce n'était pas du stoïcisme, c'était pire. Une absence. Elle n'absorba pas l'attaque. Elle ne la reconnut même pas comme une donnée utile. La chaleur que Holloway voulait créer se heurta à un vide total et s'éteignit, laissant ses mots flotter, soudain minuscules face à l'immensité froide de son silence. Elle abaissa son salut,
avec la lenteur presque cérémonielle de quelqu'un qui clôt un protocole. Son regard resta droit, pas défiant, simplement présent. Elle ne le provoqua pas, ne baissa pas les yeux, ne laissa rien filtrer, comme si l'insulte n'avait jamais atteint son esprit. Ce non-réflexe, paradoxalement, fut l'attaque la plus violente de toutes. Et les hommes, habitués à provoquer des réactions prévisibles, en furent déstabilisés. Quelques rires étouffés fusèrent. Blake Carter, le tireur d'élite principal, grand, blond, toujours quelque chose entre les dents, se pencha vers Leah Monroe. Une armure XS. Sérieusement, on a fait venir la petite sœur au boulot ? Leah ricana doucement. Ses bottes sont sûrement plus neuves que son CV. Avery ne broncha pas. Elle abaissa simplement sa main, croisa tranquillement les doigts derrière son dos et attendit. Un silence de ce genre rend les hommes nerveux. Blake Carter, habitué à dominer par la parole, sentit pour la première fois sa moquerie se heurter au vide. D'ordinaire, sa pique sur l'armure XS déclenchait aussitôt des rires complices, un bref instant de supériorité virile partagée. Cette fois, les rires furent secs, forcés, vidés de leur substance par le mutisme d'Avery. Il se redressa, glissa les mains dans ses poches, son chewing-gum claquant brutalement dans le silence retombé. Il devait reprendre le dessus, rétablir l'ordre. Elle détruisait la hiérarchie sans même le vouloir, simplement en étant là. Il la détailla longuement, avec lenteur, un regard appuyé qui s'arrêta sur la toile usée de son sac, intrusion volontaire dans son espace personnel. Jack Holloway n'avait toujours pas bougé, il semblait attendre qu'elle rompe sa posture. La tension devint presque matérielle, comprimant l'air et écrasant l'asphalte. Enfin, Holloway frappa le dossier contre sa cuisse. « Collins, ton dossier dit 0 service préalable. Alors explique-moi comment tu as validé un parcours avec 97% d'échecs. » Elle répondit d'une voix si calme qu'elle en paraissait glaciale. « Je l'ai terminé, mon commandant. » Holloway observa son immobilité trop détendue pour être honnête. Une suspicion froide commença à lui nouer l'estomac, balayant son mépris initial. Ce taux d'échec n'était pas un simple chiffre, c'était une broyeuse à professionnel. Son meilleur ami y avait été brisé. Il lança un nouveau regard au dossier, dont le tampon classifié semblait le narguer. Il savait que le jury de sélection avait subi des pressions, mais à ce niveau-là, c'était inédit. Chaque nuit, il relisait ce dossier comme un homme à la recherche d'un code secret. Il ne feuilletait pas, il traquait une faille, une marque cachée, la preuve d'un mensonge. Le fichier était scandaleusement mince pour un tel niveau d'accréditation. Tout son passé tenait en un seul paragraphe, signé par 3 noms. Des noms qu'il ne connaissait qu'à travers des rumeurs. Des fantômes du monde clandestin. L'implication était évidente. Avery n'était pas seulement validée, elle appartenait à une structure bien au-dessus de sa chaîne de commandement. Il s'inclina légèrement vers elle, sa voix tomba dans un grondement bas, tendu, mais parfaitement audible. « Tu l'as terminé. Seul, sans aide, sans mentor, sans piston familial, tu veux me faire croire qu'un parcours conçu par des hommes qui détestent les faibles n'a trouvé aucune faille chez toi ? Ne m'insulte pas, Collins, donne-moi un nom. » La demande était une attaque frontale contre son intégrité. Avery laissa le silence s'étirer, non pour dramatiser, comme si la question devait simplement prendre toute sa place. Elle ne bougea pas d'1 millimètre, n'ajusta même pas son col. Son regard resta fixé juste au-dessus de l'épaule gauche de Holloway, celui de quelqu'un qui lit des données sur un écran intérieur invisible. La demande, l'accusation, la suspicion. Tout fut analysé, puis écarté avec une précision chirurgicale. Elle releva les yeux vers lui. Ses pupilles étaient nantées d'un brun banal, presque quelconque. Son menton se souleva à peine. Les standards étaient clairs, mon commandant. Je les ai respectés. Sa réponse était un mur lisse, impossible à escalader, bâti uniquement de faits. Un refus intellectuel d'entrer dans le théâtre émotionnel que Holloway tentait d'imposer. Elle n'avait ni nié une aide, ni affirmé en avoir reçu. Elle avait simplement certifié le résultat mesurable. Il ne lui restait plus qu'une chose à attaquer. La crédibilité même du système. La mâchoire de Holloway se contracta. On verra. Ils firent entrer la nouvelle promotion dans la salle de briefing. Les autres s'installèrent bruyamment, les bottes frappant le sol, pariant déjà sur celui qui abandonnerait le premier. Avery prit la seule chaise libre, tout au fond, posa son sac avec délicatesse et croisa les mains sur ses genoux. Pendant que les recrues s'asseyaient, Leah Monroe
et Ethan Brooks, les spécialistes de l'équipe, commencèrent un examen discret mais parfaitement coordonné de son équipement. Autour d'elle, chacun portait les derniers modèles de montres tactiques, de stylos multifonctions, de poches d'hydratation personnalisées. Le petit sac noir d'Avery, lui, ne révélait aucune technologie. Il reposait au sol, humblement rempli de matériel souple et essentiel. Ethan plissa les yeux en remarquant l'absence totale d'ordinateur de poignet. Pas de GPS, pas de liaison com, même pas une vieille Casio, murmura-t-il assez fort pour que la pièce l'entende. Elle fonctionne en mode analogique. Soit elle est totalement incompétente, soit elle s'appuie sur un système de secours qui n'existe pas. Léa esquissa un sourire en buvant lentement son électrolyte. Ou alors elle croit encore que le soleil et les étoiles suffisent pour une insertion moderne. Moi je parie sur naïve et dépassée. Blake se retourna complètement sur son siège, la détailla encore une fois. « Dis, la recrue, t'es sûr d'être dans le bon bâtiment ? Ici, c'est pas une école de yoga. » Quelques rires suivirent. Avery croisa son regard une demi-seconde. « Je suis exactement là où je dois être. » Puis, elle inclina très légèrement la tête, peut-être de 3 mm à peine. Un geste infime, mais suffisant pour signifier qu'elle avait entendu, analysé et rangé la remarque dans la catégorie du bruit inutile. Sa réponse « Je suis exactement là où je dois être » n'était pas une défense. C'était un simple constat, presque géométrique, sur sa position dans l'espace. Toute la charge sarcastique de l'attaque de Blake s'évapora aussitôt. Sa capacité à dépouiller leurs insultes de toute résonance émotionnelle était déroutante. Discuter avec elle revenait à argumenter contre un capteur parfaitement étalonné. Il cligna des yeux, décontenancé. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde sans colère. Il s'apprêtait à ajouter quelque chose quand Jack Holloway entra dans la pièce. Le silence tomba net. Holloway jeta le dossier d'Avery Collins sur la table avec une telle violence que l'agrafe métallique vibra. « Écoutez-moi bien. On a ici une candidate qui est passée à travers la sélection grâce à une dérogation classifiée que personne ne m'explique. » Il balaya la salle du regard. « À partir de maintenant, Collins devra prouver chaque jour qu'elle mérite d'être ici. Pas de traitement de faveur. Aucune excuse. » Son regard se planta dans celui d'Avery. « C'est clair ? » ?»« Oui, mon commandant. » Holloway attendit autre chose. Rien ne vint. Il secoua la tête comme si tout était déjà joué. Mais à l'instant même où il avait proclamé « pas de traitement de faveur », le système mit en place sa propre version de l'exception. Lors de la première distribution d'équipements, tout ce qui fut attribué à Avery était subtilement défectueux. Un gilet pare-balles dont la boucle glissait sous contrainte. Un masque respiratoire présentant une micro-fissure dans le joint. Des jumelles de terrain dont le prisme intérieur était très légèrement désaxé, juste assez pour provoquer des vertiges lors d'une observation prolongée. Ce n'était pas de simples blagues, c'était une attaque en profondeur pensée pour l'isoler. La fissure du masque était placée là où l'humidité se dilaterait en plongée. La boucle du gilet était calibrée pour céder à l'instant précis d'un choc violent à l'atterrissage. Avery ne protesta pas, ne demanda aucun remplacement, ne signala même pas la défaillance. Le soir, durant une brève séance de maintenance, on l'aperçut simplement réparer chaque défaut, patiemment, méticuleusement, avec pour seuls outils la lame d'un couteau et un fil de fer récupéré sur un emballage abandonné. Cette compétence silencieuse, ce refus d'être entravé, rendit furieux ceux qui interprétaient en gros son autonomie non comme de l'efficacité, mais comme de l'arrogance. La vraie mesure de sa formation n'était pas dans ses muscles, mais dans sa capacité à ne faire confiance à aucun système qui prétendait la contenir. Les semaines suivantes, ils la traitèrent comme s'ils voulaient la briser. Nage chronométrée de plus de 6 km en plein mois de février. Séance de port de charge jusqu'à ce que les épaules saignent. Nuit sans sommeil, chaque fois qu'elle ralentissait, ils hurlaient. Chaque fois qu'elle terminait avec le groupe, ils l'accusaient de tricher. Personne ne voyait ce qu'elle encaissait vraiment. La première épreuve officielle fut la nage de 4 miles dans l'océan presque gelé. Un baptême brutal fait pour éliminer les faibles. Autour d'elle, les hommes frappaient l'eau avec une violence désordonnée portée par la panique et l'adrénaline. Avery entra dans l'eau sans éclat. Elle adopta une nage de combat lente, économique. Elle ne força pas. Elle ne prit pas la tête, mais elle ne faiblit pas. À mi-parcours, un candidat proche d'elle sombra dans l'hypothermie et commença à couler, ses cris étouffés par les vagues.
Sans un mot, Avery dévia sa trajectoire, l'assujettit avec un câble de secours et poursuivit sa nage en le tractant vers le bateau de sécurité. Son rythme ne descendit presque jamais en dessous du seuil requis. Une fois à l'extraction, elle libéra l'homme, sortit de l'eau seul et se tint là, grelottant à peine moins que les autres, le visage absolument neutre. Holloway regarda le médecin penché sur la victime, puis reporta les yeux sur Avery, qui faisait simplement la queue pour l'évaluation physique, lui refusant même la satisfaction de l'avoir vu échouer. Vint ensuite l'épreuve des troncs. 10 hommes buy-in par équipe, des poteaux lourds comme des cercueils, portés jusqu'à ce que les épaules se muent en chair à vif. Blake Carter décida alors de la briser pour de bon. Profitant du chaos, il déplaça subtilement la charge du tronc pour que la position d'Avery, l'extrémité meurtrière, supporte un poids totalement disproportionné. À chaque synchronisation, à chaque grognement d'effort, il accentuait le déséquilibre de son côté. Les muscles de son cou et de ses épaules se tendirent comme des câbles sous son t-shirt trempé. Ses jointures blanchirent sur le bois rugueux. Elle ne se plaignit pas, et ne laissa pas non plus tomber le tronc. Au moment d'un bref ordre de transition, Avery modifia imperceptiblement sa prise. Un ajustement infime de l'angle du corps, une correction de levier presque invisible. En une fraction de seconde, la charge se redistribua sur toute l'équipe. Blake grogna sous le retour brutal du poids et se retrouva à forcer plus qu'avant. Il leva les yeux vers elle. Elle portait maintenant le tronc avec ce même rythme calme, presque inhumain. Il comprit alors qu'elle ne s'était pas contentée d'endurer le sabotage. Elle l'avait vaincu, par la seule application des lois de la physique. La défaite silencieuse, presque anodine, de sa manipulation fut un choc violent pour son sentiment de domination physique. Leah Monroe, convaincue que l'intelligence l'emportait toujours sur la force brute, mit en place un piège d'une précision chirurgicale lors d'un exercice de navigation nocturne. Pendant des heures, elle avait ajusté la déviation magnétique du secteur attribué à Avery, introduisant une erreur infime, presque indétectable, dans les boussoles précalibrées. Une faute suffisante pour envoyer n'importe quel novice droit dans une zone marécageuse interdite, synonyme d'échec immédiat. L'épreuve exigeait vitesse et confiance aveugle dans l'instrument. Avery s'enfonça dans l'obscurité uniquement guidée par son comptage de pas et la boussole trafiquée. De son côté, Viper 7 suivait sur l'écran le traceur GPS discrètement cousu dans son sac, attendant la dérive inévitable. Durant le premier mile, sa trajectoire resta parfaite. Puis, sans raison apparente, elle vira brusquement de 30 degrés vers la gauche, contournant la zone piégée. À la vérification finale, le tracé était irréprochable. Quand Jack Holloway la fit venir pour l'interroger, elle se contenta de lui tendre sa boussole. À l'intérieur du boîtier, à peine visible, une fine ligne de poussière noire marquait la paroi. Un simple trait de charbon. Une méthode de fortune pour détecter les interférences magnétiques locales. Elle n'avait jamais fait confiance au matériel distribué. En silence, elle avait recalibré l'instrument à l'aide de l'étoile polaire et de sa connaissance théorique des écarts de terrain. Le sabotage de Leah venait d'être neutralisé par quelques grains de suie. Une démonstration de génie basse technologie. En exploitant la friction infime entre l'aiguille et le boîtier, elle avait perçu ce décalage infinitésimal causé par la corruption magnétique, puis corrigé la trajectoire à l'aide de principes de navigation céleste. La technologie moderne venait d'être humiliée par un savoir brut, appliqué, et Leah ressentit la brûlure profonde de voir son sabotage électronique vaincu par un simple résidu de cendre. La guerre psychologique monta d'un cran lorsqu'Avery termina, une fois encore, la marche forcée de 32 km dans le temps réglementaire, sans afficher la moindre fatigue excessive. Ethan Brooks, terrassé par des crampes 10 minutes avant l'arrivée, explosa de rage. « Elle se dope !» lança-t-il à Holloway, en ignorant totalement Avery qui retirait calmement son harnais. Personne ne garde un rythme cardiaque aussi neutre sur une telle distance sans une bonne chimie. Faites un prélèvement. Holloway, réticent à laisser passer une accusation aussi grave sans vérification, ordonna un contrôle officieux, immédiat, par le médecin de l'unité, Dr Richard Vail. Fatigué, pragmatique, Vail prit l'échantillon. L'équipe attendit le verdict comme une délivrance, avide de la preuve définitive de la supercherie. 1 heure plus tard, le médecin revint, visiblement troublé. Négatif à toutes les substances connues, et ces constantes sont
franchement ordinaire. Fréquence cardiaque basse au repos, saturation en oxygène excellente. Elle est simplement en très bonne condition. Mon commandant, le constat clinique, froid et factuel, frappa leurs égaux comme un nouvel affront. Sa résistance n'était pas artificielle, elle était naturelle. Ils durent alors envisager l'impensable. Avery n'était pas seulement entraînée, elle était une anomalie physiologique. Un saut évolutif en matière de conditions de combat, impossible à reproduire, impossible à comprendre. Blake Carter commença à l'appeler princesse avec cette lenteur traînante chargée de mépris. Léa passait près d'elle en lançant « Attention, la recrue, tu pourrais te casser un ongle sur ce fusil ». L'acharnement de Blake à employer ce mot n'avait rien d'anodin. C'était une arme psychologique soigneusement choisie pour l'infantiliser, l'associer au privilège, détruire son identité professionnelle devant le groupe. Lors d'une courte pause, il passa près d'elle et projeta volontairement un nuage de sable sur son arme déjà couverte de poussière. « N'oublie pas de nettoyer ton petit fusil, princesse, faudrait pas salir tes jolies mains. » Les autres détournèrent le regard, gênés, mais complices par leur silence. Avery baissa les yeux vers le sable dans le mécanisme. Elle sortit de sa poche non pas un chiffon de nettoyage, mais un simple mouchoir en coton, pour se moucher. Et, pendant 1 minute entière, elle nettoya soigneusement la culasse. Ses gestes étaient là minuscules, précis, totalement absorbés par la tâche. Elle ne leva jamais les yeux. L'efficacité muette de son geste vida la moquerie de Blake de toute sa substance. Elle avait accepté l'injonction, nettoyé l'arme, et l'avait exécutée avec une telle concentration que l'insulte s'évapora dans l'air sec. Avery ne répondait jamais par plus d'un mot ou deux. Elle essuyait son visage, armait son fusil et reprenait sa place. Mais sa manière de bouger, aucun geste inutile, aucune accélération de souffle, finit par les troubler bien plus que si elle avait protesté ou pleuré. Ce qui les déstabilisait le plus n'était pas son endurance physique, c'était son inaccessibilité émotionnelle. Alors ils essayèrent la peur. Une nuit, ils mirent en scène un enlèvement factice. Ils l'arrachèrent de sa couchette, lui infligèrent des heures de musique assourdissante, de stroboscopes violents, d'interrogatoires hurlés, cherchant à déclencher une panique, une confession, une fissure quelconque. L'exercice devait arracher le masque pour révéler la peur humaine sous le système. Ils allèrent Lucky jusqu'à utiliser des générateurs d'infrasons, pas seulement la lumière et le bruit, mais des ondes conçues pour provoquer la terreur physique et la désorientation profonde. Quand l'exercice prit fin et qu'Avery désigna calmement les sources du vacarme, il devint évident qu'elle n'avait pas simplement réprimé la peur. Elle avait identifié, avec une précision troublante, les plages exactes de fréquence des générateurs. À la console, Ethan Brooks, qui surveillait les données infrasonores, vit son pouls chuter exactement au moment où elle nommait l'origine du signal. Ce n'était plus de la simple maîtrise de soi, c'était un phénomène neurologique. Son cerveau ne se contentait pas d'éteindre la panique, il reprogrammait activement le stimulus de menace. Lorsque l'exercice fut enfin interrompu, Avery se redressa, cligna plusieurs fois des yeux sous la lumière redevenue normale, puis lissa d'un geste tranquille les plis de son t-shirt de nuit. Elle avait l'air fatiguée, mais intacte. Holloway la dévisagea. « Qu'est-ce que tu as ressenti ?» Elle répondit comme dans un rapport opérationnel. Le besoin d'identifier la source sonore, le cycle lumineux et le nombre de signatures vocales distinctes. La réponse émotionnelle a été inhibée afin de préserver la capacité de traitement pour la collecte de données. Le détachement de ces mots, leur froide exactitude, glacèrent plus d'hommes qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. À cet instant précis, ils comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à une personne que l'on pouvait briser, mais à un système qu'on ne pouvait pas pirater. Convaincu que sa sélection avait forcément contourné toute évaluation théorique, le spécialiste technique Cole Ghost Turner décida de la mettre à l'épreuve sur son propre terrain. Il lui soumit une clé de chiffrement de communication sur mesure, inutilement complexe, volontairement altérée par une minuscule erreur logique presque indétectable. Il lui donna l'ordre de la corriger en temps réel, sous une contrainte de temps. Le système était programmé pour s'effondrer au bout de 5 minutes si l'entrée restait incorrecte. Ethan suivait le chronomètre, un sourire sûr de lui accroché au visage. Avery, pourtant, ne toucha pas le clavier. Elle se contenta d'observer le code projeté, ses yeux remontant silencieusement les boucles récursives. À la 3e minute exactement, elle leva le doigt.
Ligne 417. Sa voix était neutre. La condition de boucle inclut une borne fermée. Erreur d'unité à la dernière itération. Dépassement de pile assuré. Elle n'avait rien exécuté, n'avait lancé aucun débogueur. Et elle venait d'isoler une faille que Cole avait mis près d'1 heure à concevoir. Elle avait pulvérisé l'épreuve par la seule reconnaissance instantanée de pattern. Furieuse de l'échec de son sabotage matériel, Léa Monroe tenta une autre approche. La faille personnelle. Elle remarqua qu'Avery ne recevait jamais de courrier, qu'aucune photo ne la suivait. Un après-midi, alors qu'Avery nettoyait son arme, Léa posa négligemment sa tablette tactique à côté d'elle. L'écran affichait un article sur un gigantesque scandale de corruption impliquant un haut responsable de la défense et un agent des services de renseignement déchus. Léa attendit. Une réaction, un sursaut, un signe de reconnaissance. Avery regarda le titre. La photo floue de l'arrestation. 2 secondes, tout au plus. Puis elle prit une petite brosse et reprit le nettoyage du bloc culasse. Elle ne nia rien, ne confirma rien. N'accorda même pas un regard à la tablette. Elle traita l'information sensible comme elle traitait le sable dans son mécanisme. Quelque chose à observer, mais sans importance pour sa mission en cours. Léa récupéra sa tablette avec un frisson sourd. Le passé d'Avery était manifestement trop profond et trop dangereux pour les curiosités légères. Dans n'importe quelle unité, même la plus cynique, le premier rite d'appartenance restait celui de la plainte partagée. Après une journée de broyage, les hommes se retrouvaient autour d'une bière ou d'un feu, échangeant fatigue et silence, soudant leur fraternité dans la souffrance. Avery n'y participa jamais. Après un exercice de terrain de 20 heures, tandis que les autres se regroupaient près d'un maigre feu, elle se retira à la périphérie du camp. Là, elle exécuta une longue séquence silencieuse d'étirement et de respiration, radicalement différente de tout protocole militaire standard. Puis elle s'endormit aussitôt. Seule. Elle n'était pas rejetée, elle s'isolait volontairement, non par défi, mais comme si sa récupération exigeait l'isolement. Son refus d'entrer dans cette monnaie émotionnelle du groupe fut perçu comme l'affront professionnel ultime. Elle n'était pas des leurs, et elle ne cherchait manifestement pas à l'être. Jack Holloway, dont toute la carrière reposait sur sa capacité à lire et à dominer les hommes, détruisait en silence sa propre évaluation d'Avery. Il avait tenté l'intimidation, l'épuisement, l'isolement, la confrontation directe, rien ne fonctionnait. Elle était une variable inerte. Sa colère n'était plus seulement professionnelle, elle devenait existentielle. Toute sa réussite reposait sur un principe simple. Les limites humaines sont prévisibles. La douleur mène à la reddition. L'épuisement provoque l'erreur. Avery Collins semblait exister hors de cette courbe. Il passa des heures à disséquer son dossier classifié, traquant le moindre code caché, la moindre faille, le plus petit signe de faiblesse. Il n'y trouva que des félicitations stériles, émises par des agences qu'il ne reconnaissait même pas. La vérité qu'il refusait d'affronter était simple. Elle était supérieure. Et cette supériorité rendait obsolète toute sa philosophie de vie, fondée sur le mérite, l'usure et la domination. Il avait besoin qu'elle échoue. Non parce qu'elle était une femme, mais parce que sa réussite signifiait que ses propres méthodes n'avaient plus cours. Alors il lançait rarement l'épreuve réelle, les explosifs, la phase la plus dangereuse de l'entraînement. La mission consistait à calculer la charge exacte nécessaire pour abattre un bunker en béton lourdement renforcé avec un minimum de dégâts collatéraux, puis à poser et amorcer l'explosif sous une contrainte de temps extrême. La pression était écrasante. Jack Holloway plaça volontairement le meilleur artificier de l'équipe, Chief Mason, au-dessus d'Avery, à la harceler ouvertement pendant ses calculs. Mason se penchait, sifflant à son oreille. « C'est trop chargé, gamine. Tu vas raser toute la crête. » Ou encore « Ton cordeau est exposé. » Échec direct, et direction les brûlés. Avery travaillait uniquement au toucher et à l'horloge interne. Ses doigts volaient sur l'amorce avec une précision mécanique. Elle n'accorda pas une seule fois un regard à Mason. Quand elle eut terminé, elle recula d'un pas et leva la main. Prêt. L'explosion retentit dans un thump sourd et contenu. Le bunker s'effondra sur lui-même, proprement, sans projection inutile. La roche environnante resta intacte. Chief Mason reçut cette implosion parfaite comme un coup physique porté à sa crédibilité. Il n'avait pas seulement eu tort, il avait été inefficace.
Les 10% de charges supplémentaires qu'il aurait utilisées représentaient du gaspillage de matière, de temps et le risque d'un effondrement secondaire inutile. La charge d'Avery était le minimum théorique absolu. Une leçon magistrale d'économie et de placement. La preuve que son intuition de la physique dépassait l'entraînement technique du meilleur expert de l'unité. Les hommes de Viper 7 regardèrent leurs piliers techniques vaciller et comprirent alors que la supériorité d'Avery n'était pas seulement corporelle, elle était intellectuelle, systémique. Une nuit, juste après le réveil obligatoire de 03h00 pour un exercice surprise, l'équipe lança une embuscade contre la petite tente d'Avery. Des grenades assourdissantes factices, des fumigènes lacrymogènes, de quoi désorienter, immobiliser, capturer. Leur objectif était clair, la faire échouer lors d'un test de résistance à l'interrogatoire. Provoquer une panique réelle, un effondrement non scénarisé. À l'instant même où la première charge lumineuse explosa, les hommes se ruèrent sur l'entrée de la tente. Ils la trouvèrent ouverte, découpée de l'intérieur avec une précision chirurgicale. Avery avait disparu. Elle n'avait pas fui. Elle s'était évaporée dans l'obscurité. 20 minutes plus tard, alors que l'équipe se réorganisait dans une confusion furieuse, ils découvrirent leur radio de commandement posée tranquillement sur le capot de leur véhicule principal. Le système de chiffrement avait été proprement réécrit. Sur l'adhésif, une simple phrase « Essayez encore ». Elle ne s'était pas contentée de s'échapper. Elle les avait humiliés opérationnellement, contournant leur sécurité et laissant une démonstration irréfutable de supériorité. Le message n'était ni arrogant ni provocateur. Il était pédagogique, terrifiant. La preuve qu'elle avait observé leurs failles, cartographié leurs points d'entrée prévisibles, identifié leurs chiffrements obsolètes et tout archivé pour un usage futur. Léa Monroe coinça Avery près du distributeur d'eau. Son visage était fermé, sa voix basse, venimeuse. « Écoute, Collins, ce n'est plus une question d'être meilleur. C'est une question d'être des nôtres. On sait que tu es un fantôme, un dossier sans passé. Si tu continues comme ça, à ne jamais craquer, à ne même pas faire semblant d'être humaine, tu ne feras pas que rater. On fera effacer ton existence, complètement. Tu deviendras une non-personne. » Elle pencha la tête. « Ça vaut le coup, la princesse ?» C'était une menace nue, directe, une promesse d'annihilation professionnelle. Avery suspendit son geste, son regard croisa celui de Léa au-dessus du rebord du gobelet. Elle prit une gorgée lente, avala, puis reposa la tasse. Chacun de ses mouvements était parfaitement mesuré. « Les non-personnes ne peuvent pas être effacées, » dit-elle d'une voix calme. « Mon existence est quantifiée. Elle ne dépend pas de l'intégrité de vos bases de données. » Cette réponse, froide et tranchante, rappela brutalement que son niveau d'accréditation dépassait probablement celui de toute l'équipe de Léa réunie, et que son histoire était conservée dans des systèmes que Léa n'avait même pas la capacité de nommer. La décision de l'envoyer dans le Black Rift ne naquit pas d'une stratégie réfléchie, elle naquit de l'épuisement, d'une irritation puérile. Jack Holloway rassembla Viper 7. Son visage était un masque de défaite mêlé à une détermination agressive. « Elle ne cassera pas sous la pression », reconnut-il à contre-cœur. « Elle ne cédera pas physiquement. On a tout essayé. » Il marqua une pause. « Il ne nous reste qu'une option. L'environnement. » Sa voix se durcit. « La zone est chaotique, impartiale. Elle se fiche des autorisations et des grades. C'est le seul juge véritablement neutre qu'il nous reste. » Il n'accorda pas un regard à Sarah Whitmore, déjà en train de protester depuis le fond de la pièce. Ses yeux balayèrent les visages durcis de l'équipe, cherchant leur ressentiment commun. « Nous avons besoin d'un verdict définitif, d'une confirmation que cette anomalie ne peut pas survivre à un combat réellement injuste. Aucun sang, aucun corps, aucune explication. Juste une disparition propre, rayée du tableau. » Puis vint le matin où Holloway décida d'en finir. Il réunit Viper 7 dans la salle d'opération, 5 portes verrouillées. Sarah Whitmore, la technicienne discrète qui gérait les terrains d'entraînement, se tenait dans un coin, visiblement tendue. Holloway étala une vieille carte papier sur la table. Black Rift démarre à 0600, 15 minutes, en solo. Il leva les yeux. « Tu sors en respirant, Collins. Tu restes dans l'équipe. Tu ne sors pas. » Il haussa les épaules. Le reste s'écrit tout seul. Blake Carter arbora un large sourire.
Je parie qu'elle ne tient pas 4 minutes. Léa pianotait déjà frénétiquement sur sa tablette. Sarah prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Commandant, la zone est sous alerte rouge ce mois-ci. Munitions réelles. » Elle s'avança d'un pas, sortant enfin de l'ombre. Son visage était crispé d'inquiétude. Ce n'est pas seulement l'armement. Il reste des résidus d'agents chimiques non standardisés depuis le dernier exercice. Les mesures de confinement sont incomplètes. 15 minutes d'exposition peuvent provoquer des lésions internes, même si elle évite les pièges. Sa voix tremblait légèrement. Les mesures de confinement sont incomplètes. 15 minutes d'exposition peuvent provoquer des lésions internes, même si elle évite les pièges. La voix de Sarah Whitmore était basse, pressante, chargée d'une peur sincère. Mais le regard de Jack Holloway était déjà ailleurs, noyé dans son obsession. Il la fit taire d'un simple coup d'œil, brutal. « Votre rôle, Whitmore, c'est de surveiller les flux, pas de juger les paramètres de mission. Je lui offre l'épreuve de survie la plus pure que nous ayons. Tenez-vous-en à ça. » Sarah recula d'un pas, mais avant de s'effacer, ses doigts dansèrent une dernière fois sur sa console. Elle activa discrètement un second canal de surveillance, indépendant de Viper 7, un acte minuscule, une insubordination silencieuse. Elle savait que cela pouvait lui coûter sa carrière. « Parfait », conclut Holloway. Ça nettoiera le tableau encore plus vite. On remit à Avery une carte dont la moitié de la légende avait été volontairement rayée. Une lampe torche sans pile. Une radio dont il savait pertinemment que le signal ne dépasserait pas la première crête. Blake Carter lui tapa sur l'épaule d'une claque qui aurait fait chanceler n'importe qui. « Bonne chance, princesse, essaie de ne pas trébucher sur tes propres pieds. » Juste avant qu'elle ne s'éloigne, Blake tenta un dernier sabotage mesquin. Lors de la distribution de l'équipement, il avait dissimulé dans sa paume un petit disque de plomb, soigneusement lesté. Sous couvert d'un geste d'encouragement, il le glissa dans la seule poche extérieure de son pantalon cargo. Un demi-kilo à peine, imperceptible face au poids d'un couteau et du reste du matériel, mais suffisant pour décaler très légèrement son centre de gravité, pile ce qu'il fallait pour provoquer une erreur lors d'un saut dynamique ou d'un virage rapide, une trahison minuscule, potentiellement mortelle. Blake sourit en la regardant s'éloigner, convaincu d'avoir scellé son échec par ce coup bas invisible. Avery, elle, ne réagit pas. Arrivée devant la porte d'acier, elle glissa simplement la main dans sa poche, saisit le disque entre le pouce et l'index et sans rompre son pas, le projeta hors du sentier étroit, dans la végétation dense. Le disque retomba avec un ploc sourd, exactement sur la première mine à pression dissimulée. Avery posa lentement son regard sur la main, toujours posée sur son épaule, jusqu'à ce que Blake la retire. Elle inclina la tête, une seule fois, puis se détourna et marcha vers le sas. La lourde porte claqua derrière elle. Dans la salle de contrôle, le silence devint toxique à l'instant même où l'acier se referma. Viper 7 s'agglutina autour des écrans, les tasses de café à la main, feignant une décontraction qui sonnait faux. Leurs regards, eux, brûlaient les images en noir et blanc. L'air était saturé d'une attente muette. La question n'était plus si elle allait échouer, mais à quelle vitesse et avec quelle brutalité. Les doigts de Léa Monroe, pourtant, ne se contentaient pas d'augmenter la sensibilité des capteurs. Elle avait lancé un modèle prédictif d'échec sur sa tablette, entrant la vitesse de déplacement d'Avery et la densité des pièges. Le calcul affichait obstinément car on aura dit 9,19% de probabilité de survie si la vitesse est maintenue. Léa actualisa les données encore et encore, persuadée que l'algorithme se trompait, qu'il ne pouvait pas comprendre la réalité physique du Black Rift. Le système, pourtant, disait vrai. Mais son ego hurlait que c'était impossible. Dans la salle, ils observaient les écrans, en buvant leur café comme s'ils assistaient à un match de dimanche. Léa avait réglé chaque plaque de pression et chaque fil piège sur des seuils anti-véhicules. Blake agitait déjà un billet de $20 entre ses doigts. 2 minutes. Paiement immédiat. Holloway, bras croisés, avait un visage taillé dans la pierre. Sarah, elle, jetait sans cesse un regard vers la porte, comme si elle voulait parler, et n'osait pas. À l'intérieur de la zone, Avery avançait comme si l'air lui opposait moins de résistance qu'aux autres. Première mine à pression. Le clic se produisit avant même que sa botte ait fini de se poser. Elle se laissa tomber à genoux, dénoua calmement un lacet, l'enroula autour d'une branche,
glissa cette dernière sous sa semelle pour maintenir la pression et se libéra d'un mouvement fluide. La mine resta muette. L'image de la caméra sauta une fraction de seconde. « Merde !» murmura Léa entre ses dents. Puis vint le piège à pieux, dissimulé sous une couche de aiguilles de pin parfaitement intacte, conçu pour happer un homme en pleine foulée et le précipiter dans une chute catastrophique. Avery s'approcha à pas glissés. Elle utilisa le plat de sa lame, non pour frapper le sol, mais pour produire une succession rapide de micro-percussions, écoutant les variations d'écho dans la terre. Le son creux qu'elle perçut ne révélait pas seulement le vide. Il dessinait la frontière exacte du cadre renforcé. Au lieu de prendre son élan, elle bondit verticalement, d'un seul mouvement explosif. Elle franchit le piège d'un bloc et atterrit dans un roulement léger qui absorba toute l'énergie de l'impact. Ses bottes ne déplacèrent même pas les aiguilles qui masquèrent le bord du piège. La caméra au ras du sol captura l'instant. Une grâce de danseuse, une précision d'araignée. Blake serra son billet entre ses doigts. Il ne tomba pas. Ils la virent ensuite repérer le fil monofilament à la manière dont la lumière du matin se déformait imperceptiblement dans l'air. Le fil monofilament était presque invisible, tendu à hauteur de cheville à travers un passage étroit, relié au détonateur d'une grenade à concussion. Un piège pensé pour l'erreur sous stress, quand l'attention est rivée au sol, jamais à l'air. Avery, elle, le détecta grâce à la distorsion infime qu'il infligeait aux toiles d'araignée décolorées suspendues aux branches alentours. Une imperceptible cassure géométrique dans le chaos du vivant. Elle n'utilisa pas le simple trombone prévu pour bloquer le percuteur. À la place, elle sortit de sa poche un court segment de fil métallique, découpé avec précision, le même qu'elle avait employé quelques jours plus tôt pour réparer son gilet. Un outil minuscule, improvisé. Elle ne tira pas sur la goupille. Elle courba très légèrement le levier de sûreté, juste assez pour créer une fraction de jeu, un espace microscopique, juste ce qu'il fallait pour pouvoir enjamber le fil sans provoquer la variation de tension nécessaire au déclenchement. Elle venait de neutraliser le mécanisme, non pas en le désarmant, mais en modifiant temporairement ses tolérances, une démonstration d'ingénierie de terrain d'un niveau si avancé que Léa Monroe en resta bouche bée. Puis seulement, Avery sortit un simple trombone métallique, bloqua le percuteur et ramena la goupille en position de sécurité, sans le moindre bruit. La bouche de Léa s'ouvrit réellement, incapable de masquer sa stupeur. Lorsque la grille thermique se mit en rotation, les lames infrarouges tournoyant autour d'elle, Avery ralentit son souffle jusqu'à faire chuter son pouls si bas que les capteurs la lisaient comme une masse de roches froides. La grille était un système de capteurs infrarouges couplés à des projecteurs de dard non létaux à haute vélocité, calibrés pour tirer sur toute signature thermique supérieure à la température ambiante. Ce qu'elle fit n'était pas un simple contrôle respiratoire. C'était une plongée physiologique complète. Elle utilisa une technique de respiration issue de l'apnée profonde, combinée à une redirection forcée du flux sanguin loin des extrémités. Elle ne refroidissait pas simplement sa peau, elle sculptait activement des contrastes thermiques sur la surface de son corps. Des zones de roches froides alternaient avec des îlots de chaleur diffuse. Sur les écrans, sa signature thermique ne chuta pas brutalement. Elle se fragmenta, se dispersa, comme du bruit de fond. Les capteurs lisaient toujours sa température centrale. Mais la surface de sa peau était passée sous le seuil de déclenchement. Elle traversa l'arc mortel à allure normale. Les dards fusèrent derrière elle, autour d'elle, frappant l'air vide à quelques millimètres de sa trajectoire. Dans la salle de contrôle, Holloway ne but pas son café. Il abattit la tasse contre la table. Le choc résonna dans le silence figé. Son visage se transforma soudain en une expression pure d'incompréhension absolue. Elle venait de marcher à travers l'arc de mort, indemne. La tasse de Holloway resta suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Le dernier piège était le fossé d'effondrement. Le sol céda à l'instant précis où le poids d'Avery se transféra. La plupart des hommes auraient collé crier avant même de comprendre ce qui se passait. Ce piège était l'ultime épreuve du Black Rift, conçu pour maximiser le traumatisme psychologique autant que l'échec physique. La terre ne s'ouvrait pas en chute libre. Elle glissait, se désagrégeait lentement, en serrant les jambes de la victime et imposant une descente longue, panique, agonisante. Avery n'attendit pas la chute.
À la fraction de seconde où son poids commença à basculer, avant même que la structure piégée n'achève son mouvement, elle libéra déjà le grappin dissimulé à sa ceinture. La pointe, un crochet de titane affûté comme une plume, se ficha dans une fissure du granit au-dessus d'elle. Elle ne se balança pas. Elle se hissa verticalement, corps rigide, parallèle à la paroi qui s'effondrait, utilisant seulement la friction de ses bottes pour se stabiliser. En une seule traction parfaitement contrôlée, elle franchit le rebord. Toute l'évasion dura moins de 2 secondes. Quand elle se redressa, son mouvement était si maîtrisé que seule une fine poussière de roche blanche sur ses paumes trahissait l'effort surhumain. Elle rengaina le grappin, se dépoussiéra les manches, leva les yeux vers une caméra dissimulée dont personne ne connaissait l'existence, et reprit sa marche vers la sortie. 15 minutes exactement. La porte d'acier explosa en s'ouvrant, et elle était là, vêtements à peine souillés, debout dans la lumière du matin, comme si elle venait simplement de sortir chercher le courrier. Le silence s'abattit sur la salle. Le billet de $20 de Blake Carter glissa de ses doigts et vint se poser au sol. Léa fit un pas en arrière et heurta une chaise. Holloway vacilla légèrement, comme si le sol s'était dérobé sous lui. Sarah Whitmore relâcha enfin l'air qu'elle retenait depuis un quart d'heure. Blake fut le premier à retrouver sa voix, trop forte, trop rapide. Quelqu'un l'a guidée, c'est impossible autrement. Léa retourna brutalement sa tablette. Regardez, le flux principal a coupé au moment exact où elle a triché. Holloway frappa la table du poing. Personne ne traverse le Black Rift proprement. Personne. Le silence qui suivit ne fut pas rompu par un son, mais par l'effondrement visible de leur certitude professionnelle. Blake ramassa son billet, non pas avec un air de victoire, mais avec une terreur réelle sur le visage, comme s'il venait d'assister à l'abrogation d'une loi fondamentale de la physique. Ces protestations et les accusations fébriles de Léa sur une soi-disant panne de transmission n'étaient pas de véritables accusations. C'étaient des tentatives désespérées de conserver un monde où ce qu'ils savaient avait encore un sens. C'étaient des tentatives désespérées pour préserver un monde où leurs compétences continuaient d'avoir un sens. Jack Holloway frappa la table de nouveau. Pas par colère, par déni. Avery resta simplement debout, les mains croisées dans le dos, exactement comme toujours. Elle attendait. « Comment ?» lança Holloway. « Comment tu as fait ?» Elle répondit avec la même calme mécanique que d'habitude. « Je m'y suis entraîné, mon commandant. » Quelques mots. Une vérité brute, un mur infranchissable. Cela signifiait que leur piège le plus élaboré, leur chef-d'œuvre de létalité, n'avait été pour elle qu'une variable parmi d'autres dans un algorithme d'entraînement. Ils n'avaient pas seulement perdu. Toute leur méthode venait d'être discréditée par l'irruption silencieuse d'un standard supérieur. Ils ne pouvaient pas la croire. Alors ils allèrent tout plus loin. Une semaine plus tard, un véritable ordre d'opération tomba. Prise d'otage, zone chaude, zéro droit à l'erreur. Holloway assigna Avery à la sécurité arrière, à plusieurs kilomètres du point de contact. Blake Carter modifia discrètement les coordonnées de son GPS, de sorte que ce qui devait être un couloir sûr la dirigeait en réalité vers un véritable entonnoir de morts ennemis. Léa Monroe chargea le drone d'observation avec une batterie qu'elle savait incapable de tenir plus de 20 minutes. On lui confia enfin une vieille radio sur une fréquence morte, puis ils partirent à l'assaut, sûrs qu'ils reviendraient en héros, et qu'Avery reviendrait, au mieux, dans un sac, au pire pas du tout. L'atmosphère au décollage était sèche, vénéneuse. Holloway avait doublé la mise, non par assurance, mais par besoin désespéré de rétablir son autorité. En lui confiant l'arrière-garde, il se persuadait qu'il tenait simplement l'élément imprévisible à l'écart de l'action principale. Blake et Léa exécutèrent leur sabotage avec une précision glaciale. Un simple regard s'échangea quand les coordonnées furent changées et la batterie affaiblie installée. Ils n'essayaient plus de la faire échouer. Ils tentèrent d'effacer la preuve vivante de leur humiliation. Le rotor de l'hélicoptère quitta la dalle. Aucun membre de l'équipe ne soutint le regard d'Avery. Une condamnation muette, collective, planait dans l'air. L'embuscade les frappa exactement à l'endroit que Blake avait, sans le vouloir, désigné comme sûr. L'insertion dans le prétendu couloir sécurisé fut nette, professionnelle et terriblement brève. Le passage du calme à l'enfer se produisit en une fraction de seconde, un chef-d'œuvre de synchronisation ennemie. Un instant, Holloway donnait ses derniers ordres.
L'instant suivant, le monde se réduisit au crépitement assourdissant des mitrailleuses et au fracas sourd des mortiers. Le piège se referma avec une efficacité chirurgicale précisément là où les coordonnées trafiquées les avaient conduits. Un sac de mise à mort parfait. Les communications sombrèrent aussitôt dans la friture. Le drone d'observation tout sauta, puis chuta, et Viper 7, sommet de l'excellence opérationnelle, se retrouva cloué au sol, désorienté, en train de se vider de son sang. Holloway comprit l'ampleur de la trahison non par l'analyse, mais par la terreur viscérale de l'instant. Ils étaient en train de mourir. Pas parce que l'ennemi était supérieur, mais parce que ses propres hommes avaient eux-mêmes construit leur point d'entrée dans un piège mortel. Les communications étaient mortes, le drone hors service. Les mortiers commençaient à ajuster leurs tirs. Holloway hurlait pour une évacuation qui ne venait pas, quand une ombre glissa derrière la crête ennemie. 3 impacts sourds. Personne ne les entendit. 12 secondes. Pendant un très court instant, l'embuscade fut un massacre à sens unique. Puis, presque imperceptiblement, l'équilibre bascula. La couverture ennemie ne fut pas neutralisée par un tir chanceux, mais par 3 frappes subsoniques d'une précision chirurgicale. Des balles tirées depuis une distance et sous un angle que personne n'avait jugé nécessaire de sécuriser. Elles frappèrent l'ennemi exactement aux zones crâniennes, thoraciques et pelviennes requises pour une neutralisation immédiate et silencieuse. Ces thumps étouffés étaient la signature d'un tir hors de toute enveloppe acoustique standard, un niveau de réglage et de furtivité qui dépassait leur compréhension de la balistique de terrain. Le feu adverse commença à se désagréger. Non pas en une retraite franche, mais parce que certains secteurs de résistance s'éteignaient simplement, l'un après l'autre. Les hommes de Viper 7 étaient trop occupés à rester en vie pour remarquer que le champ de tir autour d'eux devenait lentement moins meurtrier. Puis Avery surgit de la fumée. Elle traînait un coéquipier blessé, le plaqua derrière un repli de roche et, dans le même mouvement, projeta Holloway contre la paroi une demi-seconde avant qu'une balle destinée à sa tête ne vienne éclater sur la pierre. Elle fit ricocher un faisceau laser contre un miroir brisé, projeta de fausses signatures thermiques sur la falaise, puis guida toute l'équipe hors de l'enfer par une brèche que personne ne savait exister. Alors qu'elle menait le groupe hébété à travers ce passage étroit, non cartographié, elle s'arrêta brusquement, s'accroupit, puis pointa son laser vers un éclat de métal, brisé, figé dans la paroi rocheuse. Ce n'était pas un laser militaire standard. Le faisceau était d'une précision extrême, hyper focalisé. Il se réfléchit selon une séquence rythmée. Long, court, long, long, un signal de très haut niveau, une rafale quantique de données transmises en silence à travers le champ de bataille. Toute l'équipe la regarda achever l'émission, puis se relever et reprendre sa marche, l'expression inchangée. En voyant le signal, Jack Holloway sentit le dernier pilier de sa réalité se fissurer. Il comprit alors que le poste d'arrière-garde n'avait jamais été une punition. C'était une fonction délibérée. Avery Collins était la coordonnée fantôme, le dispositif de secours. Le lien de commandement invisible vers une autorité extérieure qui supervisait toute l'opération. Les hommes commencèrent seulement à comprendre qu'ils n'avaient jamais été en mission. Ils avaient servi d'appât pour un théâtre opérationnel bien plus vaste, bien plus sombre. Et c'était elle qui tenait le pinceau. Ils regagnèrent la base en vie uniquement grâce à elle. Et lorsque la poussière retomba, la première chose que lâcha Blake Carter fut « Qui est-ce qui lui fournit ces renseignements, bordel ?» Léa Monroe murmura, livide, « C'est forcément un agent infiltré. » Holloway ordonna immédiatement l'ouverture d'une enquête. Avery fut suspendu à titre conservatoire. 2 policiers militaires s'approchèrent pour l'escorter vers la détention provisoire. C'est à cet instant précis que toutes les alarmes de la base passèrent au rouge. La caméra du portail principal saisit la silhouette d'un homme seul, en tenue noire, sans aucun insigne, avançant à travers les points de contrôle comme si les scanners n'existaient pas. Il se déplaçait avec la même économie silencieuse qu'Avery. Lorsqu'il entra dans la lumière, un halètement parcourut la salle de contrôle. Victor Kane, déclaré mort 4 ans plus tôt lors d'une opération qui, officiellement, n'avait jamais existé. L'homme qui n'aurait jamais dû être vivant pénétra dans la salle d'opération, fixa Holloway droit dans les yeux et déclara simplement «
Vous venez de suspendre mon élève. » Il posa un étui noir sur la table, un portefeuille d'accréditation. Le code qu'il contenait vida instantanément le visage de l'officier de service de toute couleur. La carte était d'un noir mat, dépourvu de tout logo d'agence. Pourtant, le chiffrement apposé sous l'identifiant Oméga 4 utilisait un protocole que seules 3 personnes sur toute la base étaient autorisées à reconnaître. L'officier, 20 ans de carrière, trembla si violemment qu'il dut poser la main sur la table pour ne pas laisser l'étui vibrer. Ce code représentait un niveau d'autorité qui, officiellement, n'existait pas. Cela certifiait qu'un mythe venait de franchir le seuil de leur réalité. Les implications furent immédiates, écrasantes. Victor Kane n'était pas seulement vivant, il opérait au plus haut niveau de supervision clandestine possible, et Avery Collins était son produit final. Il ne haussa pas la voix. Avery Collins a complété le protocole Oméga 4. Le Black Rift n'était pour elle qu'un échauffement. Il balaya lentement la pièce du regard. Vous avez transformé votre petit rituel de bizutage en une évaluation sous protocole noir de Viper 7. Il marqua une pause. Vous avez échoué. Les mots Oméga 4 percutèrent la salle comme une onde de choc physique. Oméga 4 n'était pas un simple programme, c'était une désignation fantôme, une rumeur, un dispositif conçu pour produire des actifs tactiques humains hors des structures militaires classiques, avec un seul objectif, débusquer la corruption systémique et l'excès de confiance au sein des unités d'élite. Ils comprirent alors, d'un seul bloc, qu'ils avaient eux-mêmes été la cible de l'évaluation. Le Black Rift n'était pas une épreuve pour la survie d'Avery, c'était un test de l'éthique de Viper 7 face à une faiblesse apparente. Ils avaient triché, ils avaient menti. Ils avaient organisé une tentative de meurtre en trafiquant les coordonnées, et ils avaient échoué sur chaque indicateur d'intégrité, de jugement et de lucidité opérationnelle. Chaque insulte murmurée, chaque pièce d'équipement sabotée, chaque acte de trahison avait été collecté, archivé, documenté comme preuve de la toxicité et de la déchéance morale de l'unité. Les genoux de Jack Holloway plièrent. Il s'effondra sur le béton. Ce ne fut pas un geste théâtral, ce fut un effondrement physiologique complet. La prise de conscience brutale que toute sa carrière, bâtie sur la dureté, le mérite et la domination, n'était qu'une construction fragile, patiemment entretenue. Une illusion que la femme qu'il appelait princesse venait de faire voler en éclats sans effort. Le sol ne se contenta pas de le recevoir. Il l'engloutit. Le visage de Blake Carter devint livide. Ses yeux s'écarquillèrent d'une terreur froide, absolue. Il jeta un regard réflexe à ses propres mains, se remémorant l'instant où il avait glissé le disque lesté dans la poche d'Avery. Il comprit alors que ce geste mesquin n'avait servi qu'à produire une donnée mesurable sur sa propre petitesse. Léa Monroe eut un haut le cœur. Toute sa superbe, toute son arrogance, toute sa certitude s'étaient dissoutes. Il ne restait que la peur nue de conséquences impossibles à éviter. Victor Kane posa une main sur l'épaule d'Avery. Le geste était calme, presque paternel. « Allons-y. Ils ne sont pas prêts pour toi. » Avery se tourna une dernière fois. Son regard ne contenait ni colère, ni triomphe, seulement une stabilité implacable. Il balaya Holloway à terre, Blake pétrifié, Léa au bord du malaise. Un constat final, sans jugement. « Je leur ai laissé toutes les chances possibles. Ce n'était pas une fierté. C'était une évaluation clinique de leur coût d'opportunité. Elle leur avait offert chaque occasion d'agir avec professionnalisme, d'interrompre les sabotages, de simplement faire leur travail. Ils avaient choisi la trahison. Alors elle sortit à côté de l'homme que tous croyèrent mort, monta dans un hélicoptère sans aucun marquage et disparut dans la nuit. Le grondement des pales anonymes s'évanouissant dans l'obscurité fut le dernier son de leur monde qui s'effondrait. Jack Holloway fut relevé de son commandement dès le lendemain matin. Les documents furent d'une précision chirurgicale, déjà signés, déjà exécutés, par des autorités situées à des niveaux bien au-dessus de sa chaîne hiérarchique. Il n'y eut pas de cour martiale, il n'y eut pas de procès, il y eut une extraction, une ablation silencieuse du corps opérationnel. La clearance de Blake Carter disparut dans la nuit. Elle ne fut pas révoquée, elle fut effacée, gommée de chaque base de données. Au réveil, il n'était plus rien, un civil avec un passé militaire étrangement blanc.
Ses compétences, son identité, la fonction même de son existence, rendue inutile d'un seul geste invisible, une arme sans détente. Les contrats de Léa Monroe s'asséchèrent la même semaine. Ses collaborations les plus lucratives en conseil technologique classifiés furent rompues les unes après les autres. Sans justification, sans appel, par des clients qui évoluaient tous au plus haut niveau d'autorisation. Sa carrière ne s'effondra pas dans un fracas. Elle se figea. Gel de budget, coupure d'accès, silence administratif absolu. Le message était clair, sa défaillance avait été vue, et validée par une main que personne ne contrôlait, mais que tout le monde craignait. L'information se propagea vite, doucement, dans les cercles les plus profonds du monde opérationnel. Ne croisez jamais celle qui est sortie du Black Rift intacte. Des hommes qui avaient passé leur vie à se croire l'élite se réveillèrent en comprenant qu'ils avaient donc été, depuis le début, les véritables sujets d'évaluation. Et quelque part, dans l'ombre, Avery Collins continua d'entraîner les suivants, ceux qui ne porteraient jamais le trident de la manière classique. Elle ne s'explique toujours pas. Elle n'en a toujours pas besoin. Son efficacité silencieuse est devenue un rappel permanent, glacial, que certains niveaux de compétence et d'intégrité échappent totalement au contrôle du système, qu'ils ne se contiennent pas, qu'ils ne se compromettent pas. Le protocole Oméga 4 n'était pas cruel par plaisir, c'était un mécanisme brutal, nécessaire, destiné à garantir que les plus hauts niveaux de la défense nationale restent exempts de la pourriture prévisible de l'ego, de l'arrogance et de l'abus de pouvoir. Tu connais cette sensation, quand on t'a sous-estimé toute ta vie, quand on t'a coupé la parole, quand on a ri de toi, quand on t'a repoussé sur le côté, et que tu as continué d'avancer quand même. Oui, c'était une histoire Easily pour toi, tu n'avais pas tort de rester silencieux, tu n'étais pas faible de ne pas hurler en retour. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est continuer de marcher, jusqu'à ce que la bonne porte s'ouvre, et la franchir comme si tu avais toujours été destiné à te trouver de l'autre côté. La vraie force ne se mesure ni au volume de ta voix, ni à l'ostentation de ton pouvoir. Elle réside dans cette compétence calme, terrifiante, qui rend les efforts de l'adversaire obsolètes, transformant chacune de ses attaques en échec documenté de sa propre conception. Et toi, tu regardes depuis où ? Laisse un mot. Et suis-moi si tu veux continuer à marcher à travers la chute, la trahison, et finalement la guérison.